bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, le 20h, tout de suite les titres. Nous sommes le 9 décembre et le 9 décembre est célébré donc la journée internationale de lutte contre la corruption. Et pour l'éradiquer au Sénégal, il faut une volonté politique. C'est la position du coordonnateur du Forum civil. Birahim Seck a par ailleurs lancé un appel, un plaidoyer pour le bon fonctionnement des instruments de la lutte contre la corruption. Vous l'entendrez dans cette édition. 800 plaintes, dont une bonne partie est en rapport avec les violences sexuelles. C'est ce que les boutiques de droit ont reçu dans la seule année 2023. Une révélation de la présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Khady Ndiaye Kama, la présidente de la structure, a participé ce matin à des ateliers de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Une journée organisée par l'amicale des anciennes de l'école Mariam Abba dans le cadre des 16 jours d'activisme. Et dans cette édition toujours, nous parlerons également de Kissi-Guerté ou du bêchage de la terre pour trouver des graines d'arachide. C'est la principale activité des femmes du village de Ndigui, une activité qui leur permet donc de subvenir à leurs besoins en période post-hivernale. Et enfin, la rubrique article de la semaine, comme chaque samedi. Aujourd'hui, El Hadj Malick Cissé nous parle de la nouvelle cité Baraka, autrefois un bidonville au cœur de Liberté 6 ici à Dakar. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie de réception des 11 bâtiments avant de procéder à la remise des clés de plus de 200 appartements donc pour 1200 habitants. Et dans la même rubrique, nous vous parlerons également de Ousmane Sonko. L'opposant sera fixé sur son sort le 12 prochain. Cela concerne bien sûr sa réintégration ou non sur les listes électorales. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous. L'Église du Sénégal a procédé ce jour à l'inauguration du nouveau sanctuaire de Popenguine, un édifice donc qui s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses. Le coût s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA financés entièrement par l'État du Sénégal. Cette nouvelle basilique a une capacité d'accueil de 30 500 places. Et au cours de la cérémonie d'inauguration présidée par le cardinal Pietro Parolin, numéro 2 donc du Vatican, le ministre de l'Intérieur a rassuré la communauté chrétienne que l'État va continuer à accompagner donc les projets de l'Église. Maître Sidiki Kaba a ainsi conduit la délégation gouvernementale et a aussi transmis les salutations du chef de l'État. Et dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée donc ce 9 décembre, le Forum civil plaide pour le bon fonctionnement des institutions de lutte donc contre la corruption. Et pour atteindre cet objectif, il invite le président de la République à faire preuve de plus de volonté afin donc que la reddition des comptes devienne donc une réalité au Sénégal, suivant les explications de Birahim Seck. C'est lui bien sûr le coordonnateur du Forum civil. Les instruments que nous avons jusque-là, que ce soit l'OFNAC, que ce soit la RMP, ne sont pas encore assez efficaces pour faire face à ce fléau qui est la corruption. Les actes également qui sont souvent posés par les politiques, surtout le président de la République qui est la clé de voûte des institutions, les actes de neutralisation qu'on a constaté de la transparence et de la redevabilité à travers, par exemple, le refus de la Cour des comptes jusque-là de publier les rapports de la gestion de nos deniers publics depuis 2018, dû simplement à une opacité dans la gestion, le contrôle et la régulation des marchés publics. Il a été adopté, vous l'avez dit, 2 projets de texte. Un projet de texte sur l'OFNAC qui permet peut-être d'augmenter les pouvoirs, les prérogatives de l'OFNAC dans la lutte contre la corruption. L'autre aspect également, c'est par rapport à le projet de texte sur la déclaration de patrimoine qui permettrait également, qui est un instrument assez important de prévention contre la corruption. Il y a également quelques mois, quelques semaines, le vote de la loi sur le parquet national financier, qu'on appelle le pôle judiciaire financier. Et avant-hier, je pense bien, au niveau du Conseil des ministres, il y a également des textes qui sont pris pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Tous ces textes-là, qui sont adoptés, enfin les 2 premiers textes qui sont adoptés par l'Assemblée nationale,
et qu'au niveau du parquet financier, au niveau du pôle judiciaire, qu'on ait les hommes qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, avec les instruments qu'on vient d'adopter, si on arrive à avoir une animation technique de qualité, par une ressource humaine de qualité, compétente, neutre, impartiale, je pense qu'on peut avoir des résultats. Et dans le cadre des 16 jours d'activisme, l'amicale des anciennes de l'école Mariama Ba a organisé un atelier pour sensibiliser et former les femmes. D'abord, un atelier de self-défense, puis un webinaire pour discuter des causes profondes des violences faites aux femmes, avant de conclure avec un panel sous le thème « Face aux violences faites aux femmes, les femmes sont-elles victimes ou coupables ?» Une interrogation. Donc, c'était ce matin. L'amicale a également impliqué les filles de l'école Mariama Ba. L'objectif étant d'avoir l'avis de tous sur la problématique, suivant les explications de Khadija Kama. Elle est la présidente de l'amicale des anciennes de Mariama Ba. Alors, c'est un panel qu'on a voulu provocateur à dessein, parce que nous pensons que c'est des choses qui questionnent profondément notre éducation. Et toutes les valeurs qui font aujourd'hui le soubassement de notre culture, quelle que soit l'ethnie dont on fait partie, j'en parlais dans mon discours. Donc c'est une interrogation que nous posons aujourd'hui pour susciter des réflexions. Donc moi, ma position, c'est évidemment les femmes sont surtout victimes. Victimes parce que la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont vulnérables, donc il y a forcément une domination physique. Victimes aussi parce qu'elles sont dans des stéréotypes qu'on leur a imposés depuis leur naissance. Et donc c'est des schémas sur lesquels elles ont besoin de déconstruire et que des fois elles n'ont pas forcément ce qu'il faut. Donc nous, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est poser ce débat-là et justement donner des pistes de comment déconstruire tous ces stéréotypes pour qu'on puisse sortir de ces carcans-là, qu'on puisse être assez libre pour dire non quand on a envie de dire non, que ce soit à sa belle famille, que ce soit à sa famille, sans violence. Donc le fait d'aller sensibiliser ces jeunes filles-là qui sont à la fleur de l'âge et qui vont rentrer dans leur vie adulte, ça leur donne déjà des pistes de comment s'en sortir et comment déconstruire tous ces stéréotypes. Donc tout le travail que nous faisons et que nous avons engagé depuis plusieurs années déjà, là c'est la 3e année que l'on travaille sur cette thématique-là dans le cadre de cette campagne. Ça nous sert, nous, à aider nos membres, à aider donc nos filles, même, je ne parle même plus de jeunes sœurs, je parle de nos filles du lycée d'inscience Mariama Ba, à avoir des pistes pour sortir de ces violences. Et au cours de cet événement, l'Association des juristes sénégalaises a révélé que les boutiques de droit ont reçu 800 plaintes cette année. Parmi ces plaintes, plusieurs cas sont liés donc aux violences sexuelles, explique donc la présidente de la dite association, Dr Zeynabou Kane, c'est son nom. Elle nous en dit plus au micro de Boudal Ndiadia. Alors, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une journée de consultation juridique gratuite, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'Association des juristes sénégalaises, à travers la boutique de droit de Pékin, est venue communier avec les populations. Parce que notre boutique de Pékin polarise la zone de Pékin-Guédiawaye et avec beaucoup de cas qui sont référés. Nous avons eu cette année, au total, plus de 800 cas de violence de façon globale dans nos 9 boutiques de droit. Mais pour le cas spécifique de Pékin, nous avons les violences sexuelles en tête par rapport à ces chiffres, plus de 200 cas. Nous avons également les violences économiques qui occupent la 2e place, les violences physiques et enfin les violences psychologiques et morales. Cela montre tout simplement que le besoin d'accompagnement existe dans la localité et c'est ce besoin d'accompagnement-là que nous sommes venus renforcer à travers cette journée de consultation juridique gratuite et contribue à la vulgarisation et à la diffusion de la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie, la loi donc de 2020. Et ce projet va dans le sens également non seulement d'informer, mais de former les acteurs judiciaires, mais aussi d'informer la communauté, surtout sur les mesures préventives, comment faire pour éviter donc certains cas de violence. Également, le référencement devant les juridictions se fait à travers donc nos services. Au nord du Sénégal, à Saint-Louis précisément, l'unité de formation et de recherche en sciences de l'éducation, de la formation et du sport de l'université Gaston Berger vient de valider de nouvelles offres de formation relatives à la psychologie. Ces décisions viennent après ce constat ou un constat donc fait par les responsables du département selon lequel le domaine de la santé mentale est négligé au Sénégal. Momar Alisnia pour plus de détails.
L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a procédé à la validation des offres de formation de l'unité de formation et de recherche des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. Une offre de formation qui s'inscrit dans le cadre de la diversification et de l'innovation. L'IGB, dans le cadre de sa montée en puissance et à travers l'UFRCEFS, a jugé nécessaire de développer une licence pour ouvrir des spécialités en neuroéducation, en psychologie clinique, en santé mentale, mais aussi en sport, la psychologie du sport. Ce sont ces domaines-là qui ont été ciblés pour offrir d'abord les bases dans une formation en licence. Ensuite, nous avons aussi également, dans le domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives, une licence en éducation et motricité. Ces nouvelles filières sont proposées suivant un constat selon lequel la santé mentale est laissée en rade au Sénégal. Nous avons constaté qu'au Sénégal et presque dans beaucoup de pays, cette question très importante de la santé mentale, de la psychologie en général, est laissée en rade. Nous avons plus de 7 établissements d'enseignement supérieur public qui offrent des formations et dans le domaine de la psychologie, nous avons vu qu'il n'y a que Dakar qui a ouvert un département et que cette ouverture est récente. L'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport compte avec ses nombreux partenaires s'investir dans ces nouvelles formations pour assurer une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. Arrêtons-nous un instant sur la principale source de revenus des habitants du village de Ndjigui. Ndjigui, c'est un village bien évidemment qui se situe dans le département de Kaffrine. Les femmes de cette localité, pour gagner de l'argent en période post-hivernale, se lancent dans le kissi-gerté ou bêchage de la terre pour trouver des graines d'arachide, des graines qu'elles revendent afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les détails, c'est avec Boubacar Falboba. Si la campagne de commercialisation de l'arachide communément appelée traite est une période fructueuse, ça ne l'est généralement que pour les hommes. En milieu rural, les femmes, quant à elles, vont retourner dans les champs pour bêcher la terre afin de récupérer des graines à revendre pour subvenir aux besoins de leur famille. Au Saloum, en général, les femmes n'ont que cette période pour se faire de l'argent. Ça nous permet de préparer la pâte d'arachide, d'acheter des savons, d'acheter des habits pour nos enfants, d'aider nos époux. À la fin de l'hivernage, beaucoup d'entre elles n'ont d'autres activités que les travaux ménagers. À la fin de l'hivernage, la plupart de nos maris, pour se faire de l'argent, font l'exode rural. Et nous, les femmes, nous allons en ville. Si nous avons la possibilité d'aller dans les champs pendant l'hivernage, nous pouvons aussi le faire après l'hivernage. En attendant d'être écoutées, entendues et soutenues, les femmes en milieu rural, dans leur grande majorité, continuent de porter sans rechigner le fardeau des besoins de leur famille. Un jour peut-être, ce sera un vieux souvenir, se console chacune d'elles chaque matin. Parlons d'une toute autre activité. Jadis, on en entendait parler que dans les régions, surtout à Kaolack. Aujourd'hui, ils ont fini d'envahir les zones urbaines et se sont surtout imposés dans la capitale sénégalaise. Même le centre-ville n'est pas épargné, vous l'aurez compris. Il s'agit bien sûr des motos-livreurs appelés Tchak-Tchak. Ils occupent maintenant une grande place dans le système de transport à Dakar. Ibrahim Dramé allait à la rencontre de ces conducteurs-livreurs également Tchak-Tchak, suivant ce reportage. Nous sommes en plein cœur de Dakar, plus précisément à la place de l'Indépendance. Ici, les tchak-tchak sont partout. Pour les plus pressés, ils font office de taxi. Ce conducteur de tchak-tchak, habitant Guédiawaye, reconnaît qu'il ne devrait pas être présent en plein centre-ville, mais dit ne pas avoir le choix.
Normalement, place de l'indépendance, il ne devait pas y avoir de tchak-tchak ici à la place de l'indépendance. Nous le savons, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de ramener quelque chose à la maison. Le soir, on doit juste appliquer la loi déjà votée et assainir notre milieu. Pour cet autre conducteur de tchak-tchak, tout se passe bien. Il estime même que leurs conditions de travail dans la ville ont évolué par rapport à ce qui se passait avant. Ça fait un bon moment que je suis dans le milieu du tchak-tchak, mais croyez-moi, il y a d'énormes avancées concernant nos conditions de travail dans la ville. C'était beaucoup plus compliqué avant. Ce monsieur, retrouvé sur la place de l'Indépendance, se montre plus compréhensif. Pour lui, les tchak-tchak doivent juste mieux s'organiser afin d'éviter quelques tracasseries. C'est vrai qu'il y a une prolifération des motos tchak-tchak, mais bon, dès lors qu'ils font le travail, c'est-à-dire, c'est leur activité principale, on ne peut pas leur refuser ça. Je propose qu'on les aide juste à régulariser leur situation, pour éviter certaines tracasseries. Les tchak-tchak sont de plus en plus présents dans la capitale sénégalaise. À cause des énormes difficultés liées à l'emploi des jeunes, beaucoup de Dakarois tolèrent leur présence. Cependant, ils appellent les autorités à les aider à assainir leur milieu pour éviter les accidents dont ils sont souvent victimes. Parlons à présent de politique de développement. Kolda est le symbole de la territorialisation des politiques et de l'équité sociale. Si vous n'êtes pas d'accord, parlez-en avec le coordonnateur du programme de modernisation de l'administration du Sénégal. Ibrahim Baldé a présenté ce bilan de la politique économique et sociale à la jeunesse du Fouladou en marge de la finale zonale de l'Olocave de Djoula Kolon. Il a par ailleurs invité ces jeunes à saisir les opportunités de réussite en terre natale. Suivons ses explications au micro de Seydou Diatta. Le président de la République a fondé une bonne partie de son mandat sous le sceau de l'équité territoriale. Il a répété partout que tout le Sénégal ne se résumait pas qu'à Dakar et qu'il tenait à faire des investissements structurants à travers tout le pays. Et de Matam à Ziguinchor, nous avons observé partout d'énormes ouvrages qui ont transformé le quotidien des populations, autant sur le plan social, sur le plan économique. Vous avez vu en venant les importants travaux de voirie, d'infrastructures qui se mènent pour venir ici dans cette commune de Djoula Kolon. Il y a quelques années de cela, il y avait ni eau ni électricité. Aujourd'hui, au-delà de tous ces acquis, nous avons aujourd'hui une route qui est en train d'être finalisée, d'être bitumée. C'est un symbole pour notre commune, mais c'est une référence, comme partout dans ce pays, à travers les programmes de l'État, que nous voyons que l'État du Sénégal accompagne et transforme nos terroirs en de véritables communes modernes. Et de manière globale, dans la région de Kolda, nous sommes de grands bénéficiaires de ces politiques sociales publiques qui confirment l'équité territoriale à travers la territorialisation des politiques publiques. L'ensemble des programmes d'État sont implantés dans nos terroirs et apportent leur concours chacun ce qui le concerne. Et nous sommes là d'abord pour dire à cette jeunesse, nous faisons tout ce qui est possible pour à la fois contribuer à assurer leur plein épanouissement. Et dans le cadre de l'exposition au Doha 2023, la journée du 10 décembre sera dédiée au Sénégal en préparation à cet événement qui sera présidé par le président Macky Sall, la directrice générale de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, revient sur l'importance de cette journée. Zahra Yantiam explique que l'accent sera surtout mis sur l'offre exportable, bien sûr, de la floriculture qui, selon elle, est un nouvel axe prometteur donc au Qatar. Elle est interrogée par nos envoyés spéciaux à Doha, Cher Moussa Sarr et Moussa Fala. Dimanche 10 décembre est une journée particulière pour nous parce qu'elle représente la célébration de la journée nationale du Sénégal. Maintenant, nous estimons que c'est une journée qui a déjà un excellent départ puisqu'elle a lieu sous la présidence du chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous fait l'honneur d'être présent
pour d'abord accompagner tous les efforts que le commissariat général du Sénégal pour cette exposition a eu à consentir, mais également l'engagement de tous les Sénégalais. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une participation nationale où plusieurs secteurs se sont mobilisés pour que nous puissions avoir une participation de qualité. Donc c'est une journée qui se fera en 2 temps. Nous aurons d'abord la cérémonie officielle qui est une cérémonie solennelle. Ensuite, nous aurons un forum économique spécialement dédié au secteur privé, qatari et sénégalais. Ce qui est sûr, c'est que sur tout le potentiel que nous avons, que ce soit au niveau de l'environnement des affaires, au niveau des projets structurants que nous avons, au niveau également de l'offre exportable, sur quoi nous-mêmes, au niveau de l'ASEPEX, nous allons mettre l'accent sur l'offre exportable de la floriculture. C'est un nouveau axe qui promet d'être très porteur ici au Qatar. Le pavillon a eu beaucoup de succès à ce niveau-là. Chaque jour, ça s'amplifie. Chaque jour, nous avons des demandes. Donc, vraiment, parmi la panoplie de services exportables que nous avons, notamment l'artisanat maintenant qui fait fureur parce que tous les gros importateurs au niveau des différents malls et marchés commencent à venir vers nos artisans avec des négociations. Je pense que c'est vraiment notre fierté. C'est une des fiertés de notre participation. L'artisanat sénégalais a percé le marché qatari. Retour à Dakar pour parler de l'aéroport international Blaise Diagne qui a inauguré une salle de réalité virtuelle ludique en son sein, un motif de satisfaction pour les autorités de l'AS qui voient en cette infrastructure une innovation qui vient donc s'ajouter à la dynamique de performance de l'aéroport de Diassa. Pourquoi cette salle? À quoi peut-elle bien servir? Tidjane Tamba est un cadre en relations publiques à l'AS, la société gestionnaire de l'AIBD. Je pense que d'abord, pour l'aéroport international Blaise Diagne, il n'y a pas meilleur cadeau d'anniversaire. Nous fêtons notre 7e année et je pense qu'aujourd'hui, le monde virtuel Afrique nous offre un merveilleux cadeau d'anniversaire. Vous vous rappelez tous qu'avec l'ACI, AIBD a été choisi dans la catégorie des 5 millions de passagers comme étant un aéroport là où il fait le bon vivre. Et aujourd'hui, cette installation que nous recevons va nettement contribuer pour les passagers à destination ou à partance de AIBD de pouvoir vraiment gérer leur temps d'attente, mais aussi d'avoir une activité aujourd'hui ludique tout à fait sur le numérique. Je pense que c'est important. On l'a dit tout à l'heure, on est sur les étapes des premières en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je pense que c'est une forte innovation qui est reçue par l'aéroport international Blaise Diagne. Nous avons fini il y a quelques semaines simplement la 70e Assemblée générale de l'ACI, portée sur les innovations, et c'est à coup sûr une innovation de taille pour nous, AIBD, de recevoir ces installations. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se réjouir, c'est que cette installation vient d'un jeune ou des jeunes Sénégalais qui ont cru en eux, qui ont préféré rester au Sénégal et investir au Sénégal et choisir l'aéroport international Blaise Diagne. Il n'y a pas meilleure vitrine. Place à la rubrique article de la semaine. À la une de l'actualité dans les quotidiens cette semaine, la cité Baraka de Liberté 6 qui fait peau neuve. Il s'agit de 11 immeubles et plus de 200 appartements pour 1600 habitants. La cérémonie de réception a eu lieu mardi et a été donc présidée par le chef de l'État. Macky Sall, pendant ce temps donc, Ousmane Sonko, radié des listes électorales, sera fixé sur son sort le 12 prochain. Cette semaine également, le rapport 2023 de Civicus Monitor intitulé « Le pouvoir du peuple sous attaque en 2023 » a été largement traité par la presse quotidienne. Le Sénégal figure parmi les 7 pays en net recul en matière de liberté civique. Voilà, entre autres, les faits marquants de l'actualité de la semaine. Le point, c'est avec El Hadj Malick Cissé. Dans sa livraison du mardi, le quotidien Besbi annonce que Macky Sall a réceptionné les logements de la nouvelle cité Baraka à Dakar. La cité Baraka de Liberté 6 fait peau neuve 5 années après le lancement de sa réhabilitation. Les bâtiments sont sortis de terre. C'est ainsi que les 1600 habitants du quartier longtemps restés dans la vétusté ont enfin poussé un ouf de soulagement. C'est parce que ce bidonville, créé au début des années 90 par feu Jacques Bunucourt, fondateur de l'ONG Enda Tiers-Monde, manquait de tout. Cette cité résidentielle qui prend maintenant la place du bidonville a coûté plus de 5 milliards de francs CFA.
précise le quotidien du groupe Immedia Invest. Ousmane Sonko fixé sur son sort le 12 décembre prochain, affiche à sa une le journal Les Échos. D'après mon confrère, le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, chargé par la Cour suprême le 17 novembre dernier de vider l'affaire, va trancher l'affaire de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Si toutes les conditions sont réunies le jour J, le leader du parti PASTEF dissous aura une réponse sur ses chances de se présenter à l'élection présidentielle, croit savoir le journal. Après Ziguinchor, Sonko joue l'autre partie de cartes le 12 décembre à travers une audience spéciale au palais de justice Lat Dior, résume de son côté Vox Populi. Le tribunal de Ziguinchor, saisi par les avocats d'Ousmane Sonko, avait jugé illégale la radiation de l'opposant du fichier électoral, l'avait annulé et avait ordonné sa réintégration. Cette radiation de l'opposant l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. Le quotidien L'Info met en exergue le rapport de Civicus Monitor sur les libertés en 2023 et note que le Sénégal chute dangereusement. Le Sénégal a dégringolé en matière de respect des droits de l'homme. C'est l'une des principales conclusions du rapport 2023 de Civicus Monitor, publié cette semaine et dans lequel le Sénégal est classé dans la catégorie espace civique réprimé. Cela explique le rapport intitulé « Le pouvoir du peuple sous attaque en 2023 du fait de la répression permanente qui s'exerce sur des membres de la société civile, des journalistes, des opposants politiques à l'approche de l'élection présidentielle du 25 février prochain », écrit le journal. Selon Sud Quotidien, Civicus Monitor peint un tableau sombre des libertés civiques au Sénégal. En effet, dans son nouveau rapport publié ce mercredi 6 décembre 2023, la plateforme de recherche et d'évaluation des libertés civiques dans le monde révèle que dans notre pays, le respect des droits humains fléchit de façon spectaculaire sous le poids de la répression préélectorale. Note Sud. Le Sénégal figure parmi les 7 pays en net recul en matière de liberté civique, précise l'AS qui écrit « Le pouvoir du peuple sous attaque 2023 ». Tel est l'intitulé du nouveau rapport publié mercredi par Civicus Monitor, l'alliance internationale dédiée au renforcement de l'action citoyenne et de la société civile à travers le monde. Elle décrit en détail l'état de l'espace civique dans 198 pays et territoires, explique l'AS. Au Sénégal, le respect des droits de l'homme fléchit de façon spectaculaire sous le poids de la répression préélectorale. Tel est le constat de Civicus Monitor dans son rapport publié récemment. Le Sénégal est classé parmi les 7 pays en net recul en matière de liberté civique, renseigne le quotidien. Le journal Besbi affiche à sa une la situation de faillite de la Sonacos. La Sonacos vit des heures difficiles. Au manque de graines d'arachide s'ajoute l'arrêt total des usines de Diourbel, Ziguinchor, Kaolack et Louga. L'entreprise est à la croisée des chemins. Elle a besoin d'argent qu'elle peine à trouver, selon le quotidien. Selon Vox Populi, la France et le Sénégal passent en revue leur portefeuille de projets. Le Premier ministre Amadou Ba rencontre tour à tour son homologue français et le ministre français de l'économie et des finances. À la date du 30 novembre, 56 conventions de financement d'une valeur de 1541,4 milliards de francs CFA signées avec la France, souligne le journal. Parlant de cette coopération, l'AS s'exclame à la une les heures du bilan. Le journal Enquête note que les relations économiques entre le Sénégal et la France sont au beau fixe. Voilà, nous y sommes à la fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et surtout excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.